Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Ici en Provence-Alpes, au sommaire de cette édition, l'inauguration de l'élargissement de l'autoroute A57 à Toulon après 4 ans de travaux. Cela devrait permettre de fluidifier la circulation sur cet axe de la métropole varoise. Face au vieillissement de la population, les difficultés de recrutement dans le secteur de l'aide à domicile s'accentuent. Dans le Vaucluse, 1000 postes sont non pourvus. Le département a organisé un forum de l'emploi à Apt pour convaincre de nouveaux candidats. Le 8e Salon des agricultures de Provence, c'est tout le week-end à Salon de Provence. Ça a débuté aujourd'hui avec de nombreux visiteurs, 200 exposants, 1500 animaux et une centaine d'animations. Baptiste Garguy-Chartier nous fera vivre cette première journée. Et à la une de l'actualité nationale, 4 morts et 2 blessés en urgence absolue après l'incendie d'un immeuble à Reims. Parmi les personnes décédées, vraisemblablement 2 frères adolescents. La piste accidentelle est privilégiée. L'épilogue de plusieurs années de travaux. Le ministre des Transports était présent cet après-midi à Toulon pour l'inauguration de l'élargissement de l'autoroute A57. Cela devrait permettre notamment de décongestionner le trafic. Michel Eliaga. Un dernier coup de propre en attendant l'arrivée du ministre et on file sur cette fameuse autoroute A57, élargie à 3 voies entre Toulon et La Valette, 7 km pour les très nombreux utilisateurs. Alors, heureuse ? Ah oui, oui. Beaucoup moins de bouchons, les délais raccourcis, non, très bien. Là, même dans les grosses heures de pointe, ça roule plutôt pas mal. C'est du bonheur quand on circule énormément. Le ministre des Transports, il est là. Philippe Tabarot, le Canois d'origine, est venu en voisin, serrer des mains, faire des photos et bien évidemment couper le ruban. Enfin, il a fait semblant. Et puis, il a pris le bus. Vous ne rêvez pas, il y aura bien un arrêt de bus sur l'autoroute. Rassurez-vous, il est dans une contre-allée. C'est une première en France. C'est une réalisation inédite qui, je pense, va faire école et jurisprudence sur l'ensemble du territoire national. Cette réalisation montre combien on peut concilier les modes de transport. Je vous vois venir. À combien pourra-t-on rouler sur cette autoroute qui traverse la ville ? Après de longues discussions entre les élus et l'État, ce sera 90 km/h. J'espère qu'on ne descendra pas en deçà, parce que si tel était le cas, on prendrait la route nationale. Donc 90, c'est convenable en matière de sécurité. La 57 élargie apparemment l'autoroute du bonheur. Confirmation attendue cet été avec les milliers de touristes. L'inquiétude des 122 salariés de l'ex-géant casino de plan de campagne repris par l'enseigne Intermarché. Le groupe des Mousquetaires a jugé le magasin non rentable et décidé de le fermer. Les compensations ou reclassements proposés par le plan social sont jugés inacceptables par les employés. Les précisions de Lucas Chochois et Sylvie Garat. On soutient des salariés d'Intermarché, ils sont fermés, il y a 122 postes supprimés. Tracts à la main, drapeaux au vent, à plan de campagne, les salariés sont mobilisés ce matin. Désespérés, face à la fermeture prochaine de l'hypermarché, ils craignent de se faire licencier. On ne sait pas où on va, honnêtement. On n'a pas forcément de réponse à nos questions. On a un syndicat qui se bat pour nos droits. Mais c'est vrai que, bon, après, on a la direction qui nous tient informés toutes les semaines de ce qui se passe. Mais concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend. Pas normal. Pas normal. De plus en plus de personnes perdent leurs emplois et tous ceux qui sont au pouvoir, ils pensent juste à eux, à s'en mettre plein les fouilles. Et voilà. Ils ont pour la plupart plus de 50 ans et 20 ans d'ancienneté. Et leur reclassement s'annonce difficile. Bonjour. Intermarché qui ferme. Moi j'ai 53 ans, je me retrouve, j'ai jamais fait un CV depuis 25 ans et je me retrouve sans emploi. En mai 2024, Intermarché rachète ce magasin casino parmi 300 autres, avec une dette d'1 million d'euros. Intermarché n'y a pas investi. Aujourd'hui, il vide le magasin. Un magasin qui, pour qu'il soit viable, les points forts d'Intermarché, c'est les rayons trad, poissonnerie, boucherie trad, traiteur. Tous ces secteurs n'ont pas été développés chez nous. Les salariés espèrent un plan social à la hauteur des bénéfices du groupe. Malgré nos demandes, la direction n'a pas répondu à nos questions. Dimanche auront lieu 2 marches blanches en mémoire d'Hichem Miraoui, tunisien assassiné samedi par son voisin à Puget-sur-Argence en raison de sa nationalité. Hommage à Marseille à partir de 10h, puis à 15h dans la commune varoise. La municipalité prévoit un important dispositif de sécurité afin d'éviter tout dérapage ou récupération politique. Alexandre Dequitte et Emmanuel Félix.
2000 personnes sont attendues pour une marche blanche en hommage à Hichem, victime d'un crime raciste. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu. 50 gendarmes, une compagnie de CRS ainsi que des policiers en civil. On a un second volet qui est très important également, c'est la proximité et l'accompagnement de la marche blanche. Donc à partir de là, nous avons des pompiers qui seront là en encadrement avec la réserve communale de sécurité civile que j'ai sollicitée. Un code couleur blanc et noir, mais pas d'écharpe tricolore. Organisateurs et mairies ne veulent pas politiser cette manifestation. À la demande de la famille, on a préféré faire cette marche blanche avec leur accord et ainsi que les amis proches. Et je veux juste faire rappeler que c'est une marche blanche et non une manifestation ou autre. Que je veux que simplement ça se passe dans la dignité et dans le respect. Une marche attendue par la population, encore sous le choc. Il était gentil, tout, je l'aimais bien, tout. Chaque fois que je passais, il discutait avec moi. C'était un coup là, ici. Racisme ou pas racisme, moi je trouve que c'est pas normal. Voilà, c'est tout. C'était un gars sympa, voilà. D'après moi j'entends les personnes, c'était un gars sympa, quoi. C'était quelqu'un de très prisé dans le quartier, donc oui, c'est important que les gens y participent. Le cortège partira dimanche à 15h du salon où travaillait Hichem et se terminera avec un recueillement sur le parvis de l'hôtel de ville. Dans l'actualité judiciaire, le dernier jour du procès de l'affaire Apollonia qui tire son nom d'une agence immobilière d'Aix-en-Provence accusée d'une vaste escroquerie ayant fait plus de 700 victimes et reposant sur la défiscalisation de biens immobiliers. Les dernières plaidoiries de la défense se sont tenues aujourd'hui. Jean-François Giorgetti et Valérie Bourg. Après 9 semaines d'audience, dernière plaidoirie de la défense. Ce sont les avocats du couple Badache qui ont pris la parole ce matin. Ils ont plaidé la relaxe. Le procureur avait requis contre chacun des deux époux 10 ans de prison avec mandat de dépôt et 2,5 millions d'euros d'amende. Pour les défenseurs, ces réquisitions sont disproportionnées face à la réalité du dossier et à la personnalité de leurs clients. La relaxe, elle était induite nécessairement par la démonstration que nous avons faite, qui consistait à démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas caractérisés, que l'élément intentionnel n'était pas établi. Contre René Spadola, le procureur avait requis 5 ans de prison avec mandat de dépôt et 100 000 euros d'amende. L'avocat fiscaliste est accusé d'avoir été l'homme clé du système Apollonia. Thierry Hospital le défend. Selon lui, ces réquisitions sont excessives, brutales et inutiles. Monsieur le procureur, effectivement, a dit que c'était l'homme orchestre. Moi, quand il y a un orchestre, j'aime bien savoir qui est le chef d'orchestre. Et apparemment, dans cette affaire, ce n'est pas lui, puisqu'il y a des gens qui, apparemment, ont eu des peines beaucoup plus lourdes requises contre eux. Et moi, j'aime bien savoir qui sont les premiers, les seconds et les troisièmes violons, vous voyez. Et là, je ne sais toujours pas. Le vice-président de l'association des victimes d'Apollonia livre son analyse après ces 9 semaines d'audience. Pour lui, ce procès n'a pas pansé toutes les blessures. Des choses qui ne se cicatriseront pas, sauf par le temps, comme on a un très grand deuil ou une véritable catastrophe dans sa famille. Ceux qui ont perdu beaucoup, leur famille, des proches, le travail de toute une vie. Certains ont été obligés de vendre leur maison. Le jugement sera rendu le 15 janvier 2026. Plus de 9 Français sur 10 souhaiteraient vieillir à domicile. Pour les accompagner au quotidien, les aides à domicile sont un maillon essentiel, mais elles sont de plus en plus difficiles à recruter. Le département du Vaucluse a 1000 emplois à pourvoir dans ce secteur. Reportage de Frédéric Dott et Frédéric Roche. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Il y a peu, Dimitri était encore étudiant en sociologie. Avenir bouché, le voilà auxiliaire de vie, temps plein en CDI. Chaque jour, il aide au quotidien de cavillonnés, âgés ou porteurs de handicap. J'aime bien l'idée, d'aider des gens. Genre quand je rentre chez moi, je sais à quoi j'ai servi. Ce qui me motive, c'est de rendre service. Ce qui me motive, c'est le salaire. 1 600 € net et parfois davantage, plus les frais de déplacement. Un passage obligé pour l'employeur de Dimitri si l'entreprise veut retenir ses salariés. On essaye d'avoir des avantages tels que la prime de participation aux bénéfices, la prime de cooptation, donc un parrainage. On donne des primes trimestrielles pour les missions compliquées et on les forme avec notre centre de formation Unifadom pour qu'ils aient le titre professionnel d'ADVF.
Avec le vieillissement de la population, les besoins d'aidants professionnels explosent, mais pas le nombre des volontaires. En Vaucluse, 1000 postes sont aujourd'hui en attente de candidats. Le choix de vie principal de nos aînés en particulier est de vivre et de rester à domicile. Ouais, donc c'est tout un travail d'adaptation de notre société qui est engagé, d'où la volonté du département de mettre des moyens appuyés pour aller vers les bassins de vie et les bassins d'emploi et recruter plus que jamais sur ces métiers. Escape game, réalité virtuelle, les professionnels sortent aujourd'hui le grand jeu pour tenter de recruter. Pas sûr que ce soit suffisant. Déjà, il y a le salaire qui ne suit pas par rapport au travail qui est fourni. Les gens ne sont pas tout le temps faciles, aller chez les gens. C'est pas la même chose qu'à travailler en établissement, je pense. Attirer et convaincre, une priorité, alors que le nombre de personnes dépendantes va doubler d'ici 2050. Cette alerte à présent lancée par des médecins libéraux, le cadmium, produit cancérigène présent dans l'alimentation, contamine de plus en plus d'organismes. Loïc Perrier, dans quels aliments le retrouve-t-on ? Bonsoir Claire, le problème c'est qu'on le retrouve quasiment partout et notamment dans nombre de nos produits céréaliers, les pâtes, les pommes de terre, le pain et même certains légumes. Est-ce qu'on sait comment le cadmium se retrouve dans ces aliments ? Il faut savoir que c'est ni un pesticide, ni un polluant, c'est en fait un métal toxique qui infiltre les sols sur lesquels poussent les matières premières de nos aliments. Il peut provenir de plusieurs sources, il est déjà présent à l'état naturel sur les sols calcaires. Regardez, on voit cette carte de la région et on voit bien qu'il est présent dans la quasi-totalité de notre région. Autre source, la pollution industrielle, souvent liée à l'exploitation de matériaux qui contiennent du cadmium, comme les piles ou certains alliages métalliques. Et puis enfin, l'utilisation de certains engrais phosphatés qui en contiennent eux-mêmes. Quel effet a-t-il sur l'organisme ? Eh bien, le cadmium, il s'accumule peu à peu dans le corps et où il peut rester entre 20 et 30 ans. Et c'est justement le problème parce que ça peut être la source de certaines maladies chroniques et de plusieurs types de cancers. À noter que selon la dernière étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, les enfants sont les plus exposés. Plus d'un tiers des moins de 3 ans dépassent la dose journalière tolérable. Face à cela, les médecins conseillent une alimentation variée, si possible bio, car ces aliments sont en moyenne 2 fois moins contaminés par ce métal toxique. Merci Loïc, inquiétant en effet. Ces jours de fête pour les musulmans du monde entier. Ils célèbrent l'Aïd el-Kébir, le sacrifice d'Abraham. Les festivités durent entre 1 et 3 jours. Reportage à Marseille de Camille Bossard et Thiago Roy. Les tenues ont été préparées avec soin. Abaya pour les femmes, camis pour les hommes. Famille, amis, près de 10 000 fidèles musulmans affluent au parc Chano pour la grande prière de 8h30. C'est un moment spirituel dans lequel on se ressource et où on vit un moment de partage entre toute la communauté musulmane. Ça procure beaucoup de joie et beaucoup de bonheur de voir autant de monde se réunir pour une fête. L'Aïd el-Kébir, l'Aïd el-Adha ou Tabaski, la fête du sacrifice, est la plus importante du calendrier islamique. Elle est synonyme de fraternité et de charité. Il faut beaucoup donner aux pauvres. Et c'est en fait les fêtes musulmanes aussi, on partage beaucoup. C'est beaucoup pour le partage et se rassembler plus. Ah, tu te changes, je reviens. Fatima Zahra a fait venir sa maman du Maroc pour l'occasion. Chaque année, elle prend des congés pour vivre intensément ces moments. Toute la famille viendra les rejoindre pour cette fête du partage et de la générosité. Quand on donne une aumône, si vous la donnez en cachette, elle compte double. C'est un partage et quand on a, il faut donner. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Et recevoir, ce n'est pas forcément de l'autre, mais moi je dis souvent, un sourire, c'est beaucoup. Mamie, ici, wallah, c'est toi la chef, viens, c'est toi la plus vieille. Thé, café aux épices, mseman au miel, des crêpes venues du Maghreb. Une journée très gourmande se prépare. C'est une grande fête, vraiment, pour nous, c'est vraiment comme Noël. Voilà, donc on partage vraiment, on est content, les enfants ils sont contents. C'est la réunification de la famille, on se voit pratiquement jamais, mais ces 2 jours, ils sont importants. Il faut qu'on se voit, même si on est fâché, on se fait la bise, on est obligé de se faire la bise. C'est vraiment, franchement, le principe de cette journée, c'est juste la tradition prophétique et la réunification de la famille. Les 2 principaux. Après, c'est les brochettes. La famille dégustera demain la viande de mouton tuée de façon rituelle dans un abattoir agréé. Une grande partie sera distribuée aux voisins et aux plus démunis. Le 8e Salon des agricultures de Provence se déroule ce week-end au domaine du Merle, à Salon de Provence. On retrouve sur place Baptiste Gargui-Chartier et ses invités.
Et oui, Claire, je me trouve en plein cœur du salon qui a ouvert les portes ce matin, ici, en plein cœur du Salon de Provence. Et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de monde ici qui arpente les allées, qui arpente les stands auprès des producteurs, auprès des exposants. Ils sont plus de 200 ici et je vous propose de venir avec moi. Venez avec Caroline Nice. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes productrice maraîchère depuis plus de 10 ans. Oui. Vous n'avez jamais manqué aucune édition. Non, je suis là depuis Ça la se passe première. comment là? Vous vendez quoi? Expliquez-nous. Voilà, on est spécialisé dans la tomate en agriculture biologique à Berlétan. Donc voilà, on met en avant nos produits. On a une quinzaine de variétés de tomates différentes. Et voilà, on retrouve des clients fidèles chaque année. On a une particularité sur ce salon. On entend souvent parler du salon de l'agriculture à Paris. Est-ce qu'il y a une particularité ici en Provence? Alors déjà, c'est en extérieur, donc c'est très agréable. Et la particularité pour nous, c'est qu'on ne peut pas malheureusement accéder au salon de Paris parce que c'est en mars. Et nous, en mars, on débute à peine les premières fraises. On n'a pas assez de production pour faire un beau stand. Donc là, au mois de juin, c'est bien pour nous. C'est en pleine production de tomates. Ça fait du bien de voir des moments comme celui-ci. On sait qu'on a entendu parler des producteurs, des agriculteurs ces derniers mois avec des revendications fortes. C'est aussi bien d'avoir des moments un peu plus apaisés. Oui, ça fait plaisir déjà de retrouver la clientèle qui s'intéresse à nos produits, qui veulent consommer local. Voilà, ça encourage à faire du circuit court. Et puis on retrouve tous les collègues qui ont la même passion que nous. Et voilà, ça fait plaisir. Donc on vous retrouve l'année prochaine, si je comprends bien. Oui, avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'aurez donc compris, il y a encore beaucoup de visiteurs qui continuent d'arpenter ici les allées. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns d'entre eux que nous avons recueillis il y a quelques minutes. On écoute. C'est peut-être un petit peu plus ludique. Donc bon, c'est sympa, et les animaux. C'est génial, j'adore. Parce que chaque année, ils ont tout ce qui est préparé pour ça. Et c'est vraiment, il y a bons produits, il y a des fruits, il y a des animaux, tout, c'est le top. C'est super, franchement, j'étais enchantée, je ne connaissais pas et je reviendrai toutes les années. Voilà une 8e édition qui s'annonce grandiose, vous l'avez vu. Et justement, pour en parler, je me trouve avec Laurent Israélian. Bonjour, vous êtes l'un des organisateurs de l'événement. Comment ça se passe là depuis ce matin? 8e édition, ça y est, c'est le grand lancement. Ah oui, c'est le grand lancement de la 8e édition. Ça se passe très très bien puisqu'on a énormément de monde sur le salon et aussi beaucoup de visiteurs plus ou moins jeunes qui sont venus. Il y a beaucoup d'animations, je crois plus de 130 animations. Qu'est-ce qu'on peut trouver durant tout le week-end? Il y a énormément d'animations, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Donc pour les petits, il y a beaucoup sur le rempotage, sur les explications des différents produits, notamment par Interfell, sur la saisonnalité des produits. Et après pour les plus grands, on trouve de quoi se restaurer, boire, et notamment tous les producteurs du département pour acheter les produits de notre beau département. Est-ce que ce ne serait pas devenu une tradition? 8e édition, ça commence à devenir une tradition ce salon? Oui, on peut dire ça, parce que c'est vrai que chaque année, on a de plus en plus de visiteurs sur les 3 jours. Et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur au niveau de la Chambre d'agriculture et par le soutien du département, d'avoir ce salon qui est, je vous le rappelle, le 2e plus gros salon grand public de France après le salon de l'agriculture à Paris. Et donc du coup, on arrive, je pense, cette année à battre encore les records de l'année dernière. Écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la suite du salon. Vous l'aurez donc compris, un événement qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Pour l'heure, nul ne sait encore la fréquentation, si elle sera battue. Je vous rappelle que le record était l'année dernière avec plus de 77 000 participants. Ce n'est pas encore officiel, mais l'OM tient a priori sa première recrue du mercato. Le club a trouvé un accord avec Angel Gomez. C'est un milieu de terrain anglais de 24 ans qui arrive libre de Lille. Il a été formé à Manchester United avec Mason Greenwood. Performances sportives, nature et musiques actuelles dans les Hautes-Alpes jusqu'à lundi. Le lac de Serponçon et les montagnes d'Embrun accueilleront environ 140 000 personnes pour la 11e édition de l'Outdoor Mix Festival. Gros plan sur l'engouement autour du pump track, cette piste qui réunit les générations tout au long de l'année. Fabien Madigou, Thomas Imbert. Au final, peut-être. 14 sports en compétition ou en démonstration. 3 nuits de concert. En à peine plus de 10 ans, l'Outdoor Mix Festival est devenu le marqueur de l'ouverture de la saison estivale dans les Hautes-Alpes. Il a même réussi à influencer les politiques locales avec la création, voilà 2 ans, de ce pump track, cette piste ciselée de bosses et de virages relevés qui séduit tous les types de riders. Il y a du vert, du bleu, du rouge, un peu comme au ski là, et voilà, c'est adapté à chaque niveau là. C'est accessible, c'est ludique, on s'amuse vite. On prend vite du plaisir, de la vitesse, donc top quoi. C'est un festival qui est super parce qu'effectivement, que ce soit les pros ou les moins pros, tout le monde peut s'amuser.
les festivaliers aussi, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a pas mal d'enfants qui peuvent le pratiquer, contrairement au gros skatepark où c'est un peu plus dur de commencer, où il faut des cours et tout. Là, il y a vraiment trottinette, tous les supports et tout le monde s'amuse et tout le monde fait attention un peu aux autres. Un investissement de 160 000 € qui profite toute l'année aux habitants de la cité haut-alpine. C'est aujourd'hui un équipement qui est extrêmement fréquenté, qui vient compléter l'offre sportive qu'on a ici au plan d'eau et qui est quand même très fournie avec le padel, avec le tennis, donc de nombreux équipements, une aire de fit cross aussi. En compétition, les riders ont 2 tours de parcours pour réaliser le meilleur chrono possible. Et à ce jeu-là, la pépite locale, Even Picavé, 14 ans, a impressionné son monde en remportant l'épreuve féminine l'an dernier. C'est surtout une question d'être assez fluide sur les bosses. Après, c'est aussi une trajectoire. Il faut réussir à bien prendre ses virages. Je pense que sinon, tout le monde pourrait y arriver. Les épreuves de pump track débuteront samedi par une compétition de draisienne ouverte aux 2-3 ans. On en vient à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec tout d'abord ce drame à Reims. 4 personnes sont mortes dans l'incendie de leur immeuble, dont 2 mineurs. Une dizaine de blessés est également à déplorer. Le point sur l'enquête avec Joanne Vanov. Des flammes qui ravagent un immeuble HLM de 10 étages dans un quartier de Reims. L'incendie s'est déclaré peu après minuit au 4e. 4 personnes sont décédées. Une mère de 87 ans et son fils de 59 ans. Dans un autre appartement, un adolescent de 15 ans se serait défenestré. La 4e victime n'a pour l'heure pas encore été formellement identifiée. Parmi la quinzaine de blessés, 2 sont en urgence absolue. C'était la panique générale. C'est trop qu'il y a certaines personnes même qui étaient obligées de sauter. Vous avez vu des gens sauter de l'immeuble? Oui. Il y a un qui a sauté. Au départ, on a surtout entendu des bruits comme des coups de pétard. Et on se demandait, et des cris d'enfants. Selon le procureur, l'incendie serait très probablement d'origine accidentelle. Une quarantaine de personnes sinistrées a été prise en charge par la Croix-Rouge et accueillie ici dans ce gymnase. Pour beaucoup, un traumatisme. Moi, personnellement, j'ai de la chance par rapport aux autres. J'étais au rez-de-chaussée. Je suis sorti parmi les premiers. Son logement n'a pas été pris dans le brasier. Mais il ne peut plus rentrer chez lui. Il doit trouver une solution d'hébergement. Je suis en train d'appeler mon assurance pour m'assurer des nuits d'hôtel parce que j'ai personne pour m'héberger. Selon le maire de Reims, l'immeuble où s'est produit le drame ne posait pas de problème de salubrité. Certains habitants du quartier dénoncent le contraire. Les immeubles ne sont plus en normes. Pour moi, ils ne sont plus en normes. Alors, ils font des travaux à droite à gauche, mais le quartier ici, il est vraiment laissé à l'abandon. Il n'y a rien qui bouge. Cet après-midi, certains sinistrés ont eu la possibilité de récupérer quelques affaires personnelles. Et ce soir, ils seront tous relogés en majorité à l'hôtel. À Neuilly-sur-Seine, près de Paris, un rabbin était attablé à la terrasse d'un café quand un homme l'a agressé avec une chaise. Blessé au visage, le religieux a été hospitalisé. Le suspect âgé de 28 ans a été aussitôt interpellé. Vendredi dernier, ce même rabbin avait déjà été agressé à Deauville, dans le Calvados, par 3 individus en état d'ébriété. Elles étaient menacées à chaque tempête. À Tréfiagat, dans le Finistère, 2 maisons en bord de mer ont été détruites aujourd'hui à coups de pelleteuse. C'est une première en France, une solution radicale assumée par cette petite commune face au risque d'érosion côtière. Saada Souban avec Thomas Paga et Mathieu Baudouin. Une maison et des souvenirs réduits en morceaux en un simple coup de pelleteuse. Pour la première fois en France, des maisons sont détruites pour éviter qu'elles ne finissent sous les eaux, condamnées par l'érosion. Des voisins, amis ou simples curieux sont venus assister à ce moment, émus. Moi, je suis très bouleversée en fait, parce que nous, on habite la commune d'à côté. Ça fait 35 ans qu'on vient se promener ici. Je trouve que c'est horrible, quoi. Tu vois ta maison qui s'en va comme ça, toi. J'ai rencontré des personnes qui habitent là, et franchement, c'est un crève-cœur pour eux. Ce qui justifie ces démolitions, c'est le recul du trait de côte. Ici, depuis les années 90 et malgré les digues et les pieux, la mer a gagné 30 mètres sur la côte, comme le montrent ces photos satellites. À Tréfiagat-les-Chiagat, petite ville de 2500 habitants, 7 maisons ont été rachetées au prix du marché par l'État. Toutes seront rasées. Un choix difficile, mais nécessaire selon ses habitants.
Admettons que sa maison ait été emmenée par la mer, ça aurait été un drame encore plus important. Donc là, c'est préventif. C'est moins triste que d'aller ramasser des personnes décédées après le bris de la dune, par exemple. Une opération de prévention coûteuse pour la commune et pour l'État. On a 80% de subventionnement de l'État là-dessus. Je remercie l'État qui nous a largement accompagnés. Donc on y met 3 millions. Selon les autorités, d'ici à 2100, 450 000 logements seront concernés, sur tout le littoral français. À l'étranger, rien ne va plus entre Donald Trump et Elon Musk. Leur alliance était intense, leur rupture l'est tout autant. Depuis le début de la semaine, les deux milliardaires se déchirent publiquement et à l'heure de quitter le gouvernement Trump, la facture a un goût salé pour l'ancien meilleur ami du président. Les explications de Dorothée Oliéric. Entre l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche du monde, tout avait bien commencé. Désormais, Donald Trump et Elon Musk se déchirent. Une rupture qui coûte très cher au patron de Tesla, 34 milliards de dollars. 15% de la valeur de son entreprise s'est envolée en une journée. C'est lui qui a lancé les hostilités en critiquant le projet de loi budgétaire du président américain. Hier, à la Maison-Blanche, réponse cinglante de Donald Trump. Elon et moi avions une bonne relation. Je ne sais pas si c'est encore le cas, nous avons eu de merveilleux adieux. Il a dit des choses merveilleuses sur moi. Je suis très déçu par Elon, que j'ai beaucoup aidé. Des propos que n'apprécie pas le multimilliardaire qui s'insurge sur X. Sans moi, Trump n'aurait pas gagné l'élection. Quelle ingratitude! Le président est en colère. Le monde assiste à un pugilat sur les réseaux sociaux. Il est juste devenu fou. Il menace même l'empire de Musk. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux du patron de Tesla et SpaceX. SpaceX, le joyau d'Elon Musk, à son tour menacé à cause d'une dispute. Furieux, le multimilliardaire renchérit. Il est temps de lâcher la très grosse bombe. Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Il reposte même cette vidéo de Donald Trump où on le voit en 1992 avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, laissant entendre qu'un gros scandale pourrait arriver, impliquant le président américain. Musk est-il allé trop loin? Hier soir, il parlait de calmer le jeu, d'appeler Donald Trump peut-être pour éviter de nouvelles pertes, mais la Maison-Blanche a fait savoir qu'aucun appel n'était prévu entre les deux hommes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, quelques jours après l'attaque spectaculaire menée par Kiev contre des aérodromes militaires russes, Moscou a à son tour bombardé massivement l'Ukraine, loin de la ligne de front. Le bilan provisoire est d'au moins 4 morts et une cinquantaine de blessés. Ces frappes interviennent alors que les négociations de paix sont dans l'impasse. Retour en Provence-Alpes avec un guide célèbre pour visiter Marseille, le rappeur Soprano, en partenariat avec la plateforme internet Get Your Guide, propose 11 lieux emblématiques, bons plans et coups de cœur culinaires agrémentés d'anecdotes. Élodie Pépin et Christian Mathieu ont rencontré ce nouvel ambassadeur touristique de la cité phocéenne. Salut. Bonjour Soprano, merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir. Alors pour vous présenter en 2 secondes, on va dire que vous avez commencé le rap à 12 ans, vous êtes originaire de Marseille, vous avez commencé avec les Psychiatres de la Rime, vous avez rempli 5 fois le stade Vélodrome, une 6e fois au mois d'octobre, rappeur, chanteur, artiste. Et aujourd'hui vous êtes venu présenter un tout autre projet, un projet touristique. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Ce que je faisais en musique, je le fais en vrai. Je vais visiter Marseille. C'est ça. C'est vrai que depuis des années, à travers mes chansons, depuis À la bien ou même depuis mes premiers morceaux avec les Psychiatres de la Rime, on représente Marseille à travers le monde. Et là, on s'est dit, ce serait bien de me faire visiter, mais avec mon petit parcours de ce que j'aime beaucoup. Il y a notamment le Courjus. Pourquoi le Courjus, par exemple? En fait, chaque endroit a une anecdote un peu différente par rapport aux touristes. Par exemple, le Courjus, nous, on était là-bas parce qu'on venait voir les concerts de rap, on venait voir les IAM, les Funky Family. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup squatté. Et notre DJ des Psychiatres de la Rime, c'est Style, qui est personne même qui est décédé. Et il habitait au Courjus, donc on répétait là, on enregistrait là, on faisait tout là.
c'est quoi votre lieu préféré à Marseille? L'endroit où je me ressource, en général, c'est avant d'aller dans les gouttes. Il y a un endroit où je mets ma voiture et je regarde l'eau et je mets de la musique. En général, j'écris, je le fais encore aujourd'hui. Ou sinon, vraiment, c'est vraiment dans les quartiers nord. Hein. Il y a plein d'endroits dans les quartiers nord, je me sens bien, je me sens chez moi. Sopra fait pas le camp, j'en ai rien à foutre. Comme ça, je veux vivre mes rêves, pas rêver de vivre, où je vais vivre des grèves. C'est travailler, c'est vivre, être une... Entre les psychiatres de la rime, donc dans les années 2000, à aujourd'hui, le soprano en solo, qu'est-ce qui a changé? J'essaie de profiter un peu plus de la vie. Avant, j'étais tellement fougueux, concentré que sur ma musique. Aujourd'hui, je suis concentré sur ma musique, mais j'essaie de profiter de la vie, de découvrir, de partager avec les gens, de discuter, de ne pas trop me prendre la tête. Je fais partie quand même des chanceux. Si le trésor existe vraiment, j'en veux la moitié. Vous pensez trouver avant ce soir? Avec le roi de Marseille, tout est possible. On n'est pas des touristes, alors essayez pas de nous balader. Autre actu, c'est le film qui va sortir. Je me suis régalé. On a tourné le film, je me suis régalé. J'ai dit, j'ai regardé mon manager, j'ai dit, oui, à cette fois, tous les synopsis qu'on nous envoie, je veux les lire, parce que s'il y en a un qui me plaît, je le fais. Donc il y aura peut-être un autre film. C'est sûr, mais... Samedi dernier, tu étais devant le match. J'étais devant le match. Qu'est-ce que tu as ressenti? Un Marseillais reste un Marseillais. Jusqu'à la fin, je voulais pas qu'il gagne. Voilà. Même si on est en 4e division, je serai toujours pour l'OM. Ça, c'est Marseille. Ok. Le message est passé. Merci, Soprano. Pas de problème. Et retrouvez l'intégralité de l'interview de Soprano sur notre chaîne YouTube. Fin de cette édition, merci de votre attention. Retrouvez dans quelques instants tout le sport suivi du feuilleton ainsi Grand Soleil et de la carte au trésor. Bonne soirée à tous et à demain.